Salut la créative. Bienvenue dans le salon de thé créatif de la Storia Mimosa pour parler communication, créativité, business, mais autrement. Parce que je suis persuadée que la communication des entrepreneurs créatifs n'est pas celle de n'importe quel business. Ce podcast va t'apporter de l'inspiration et de la motivation pour trouver ta voie. Pour t'aider dans cette quête, des créatifs de tous horizons partagent leur expérience, leurs réussites, leurs doutes et leurs échecs. Je te propose aussi des questionnements, des tips rédac et storytelling pour repenser ta com et raconter ton histoire ou celle de tes produits. Bref, tu l'as compris, dans ce podcast, je te chouchoute toi et toutes les entrepreneurs créatifs. Moi, c'est Carole Fossati. Je suis éditrice, storytelleuse, rédactrice de contenu et mentor en communication. En octobre 2022, je crée la Storia Mimosa pour m'éclater en bossant sur les mots et pour aider les créatives à kiffer leur com. D'ailleurs, tu peux télécharger mon freebie. Deviens ta source d'inspiration pour 10 idées de posts fun en cliquant sur le lien en description. Et petit disclaimer, j'ai décidé ici de parler au féminin générique pour que les femmes soient vues et entendues. Mais que tu sois créateur, créatrice, quel que soit ton genre, tu es le ou la bienvenue. Maintenant que tu sais tout, installe-toi confortablement avec ta boisson chaude préférée. Et bonne écoute! Salut les créatives! Quand je vous dis LinkedIn, vous pensez à quoi? Pensez à réseau professionnel, texte ennuyeux, un peu trop guindé, trop cadré, qui permet pas vraiment d'être créatif. Et pourtant, LinkedIn est un réseau qui offre de très belles opportunités professionnelles. Alors, j'ai voulu échanger avec une créative qui se sert de LinkedIn pour trouver ses clients tout en gardant un ton authentique et créatif. Et pour ça, j'ai pas hésité longtemps. J'ai invité Cécile Rouillet, qui a créé l'atelier Cenuba. Cécile est graphiste, spécialisée en accessibilité. Et j'ai eu la chance de travailler avec elle il y a quelques années pour la création de la maquette d'un livre d'une nouvelle collection à destination des enseignants. Cécile a été sceptique et même déçue à l'idée de communiquer sur LinkedIn plutôt qu'Instagram. Mais elle savait que ses clients étaient sur cette plateforme. Alors, elle va vous expliquer le cheminement qu'elle a eu pour comprendre la plateforme et aussi pour oser s'affirmer, jusqu'à parler de chameau. Et oui, Cécile va vous prouver qu'il est possible d'être créatif, même sur LinkedIn. Alors que vous soyez déjà sur LinkedIn ou pas, que vous hésitiez à y mettre les pieds ou que vous êtes persuadé que jamais vous n'irez communiquer sur LinkedIn, je vous invite vraiment à écouter l'épisode. Cécile va certainement vous faire changer d'avis. Et écoutez bien jusqu'au bout parce que Cécile va vous donner quelques astuces pour se lancer sur LinkedIn. C'est parti pour un nouvel épisode créatif. Bonjour Cécile, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast des créatives. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Je suis vraiment ravie d'échanger avec toi et de parler de LinkedIn. Oui, on va parler de LinkedIn, un réseau qui est pas très utilisé par les créatives et donc ça va être vraiment intéressant que tu nous dises pourquoi, comment tu es arrivée sur cette plateforme et en quoi elle peut être utile selon les profils des créatifs et ce qu'ils recherchent. Est-ce que tu peux me dire d'abord qui tu es et ce que tu fais ? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Cécile, je suis designer et graphiste indépendante. Ça va faire bientôt 10 ans. Waouh. Et je suis à la tête de l'atelier Cenuba, qui est une micro-entreprise de design graphique qui est tournée vers les questions de graphisme, d'accessibilité et d'inclusion. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'aide les professionnels à informer efficacement l'ensemble de leur public grâce à des supports de communication qui sont à la fois accessibles et didactiques. Et en résumé, je vulgarise des concepts, des notions ou des démarches par l'image et je fais en sorte que chacun ait accès à l'information, quel que soit son handicap, son niveau de littératie ou son contexte d'apprentissage. D'accord. Alors du coup, dis-nous un petit peu comment tu as mis les pieds dans LinkedIn plutôt que d'aller sur des réseaux plus tendance du type Instagram, TikTok. Comment tu en es arrivée là ? Alors j'en suis arrivée là parce que l'atelier Cenuba, donc la micro-entreprise que j'ai fondée, a 2 ans. Et quand j'ai commencé à la lancer, moi je m'étais dit toute contente, super, je vais pouvoir aller sur Instagram parce que je vais m'amuser, va y avoir un petit dialogue un peu coloré, je vais pouvoir m'amuser, je vais pouvoir être créative, ça va être familier. Moi j'aime bien avoir cette proximité avec les gens avec qui je travaille. Sauf que en creusant justement avec qui j'avais envie de travailler, qui était mon client idéal finalement, je me rends compte que c'était notamment surtout des structures associatives qui n'étaient non pas présentes sur Instagram, mais sur LinkedIn. Et donc, je ne vais pas investir un réseau social sur lequel
mon client n'est pas et délaisser un autre où justement je pourrais échanger avec eux, voire créer des partenariats, des collaborations. Donc c'est face à ce constat finalement que j'en suis arrivée sur LinkedIn. J'étais déjà inscrite, mais je publiais pas grand-chose, comme un très grand nombre de personnes inscrites sur LinkedIn d'ailleurs. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'investir sur ce réseau social, à essayer de comprendre comment ça fonctionnait, pourquoi, où, comment, qui était dessus, quel était le ton employé en général, parce que j'avais des a priori, mais je pense qu'on va en parler. Et voilà, ça fait, je dirais, 8-9 mois que je découvre, que j'apprends que j'ai vraiment adopté ce réseau-là. Dans ce que tu me dis, en fait, tu avais une cible qui était très spécifique. Là, tu t'adressais pas du tout... grand public, ça veut rien dire quand on est graphiste, mais donc du coup, tu t'adressais pas forcément à toutes les TPE, PME ou autres. Tu avais vraiment un public cible très spécifique. Donc, je comprends mieux que tu aies orienté ta plateforme et donc ça permet peut-être aux créatifs qui nous écoutent de se dire donc si j'ai vraiment un client cible très très particulier, de bien vérifier sur quelle plateforme il va chercher les personnes avec qui il veut collaborer. Oui, tout à fait. Surtout que la création de contenu, ça peut être assez chronophage, même si on est assez organisé. Il faut être investi. Quand on est à son compte, qu'on est seul aux manettes, je pense qu'il faut investir son énergie vraiment sur le réseau prioritaire qui nous fera gagner en visibilité et faire décoller notre business et en tout cas le pérenniser. Et moi, dans mon cas, en tout cas, le secteur visé, il était bien plus pertinent d'aller sur LinkedIn que de rester sur Instagram. Oui, d'accord. Alors, est-ce que tu peux me dire, comme tout à l'heure, tu as évoqué que tu avais des petits a priori justement sur LinkedIn avant d'y aller. C'était quoi justement ces a priori? Je pense que ça va parler à d'autres. Ouais, comme je disais, quand je me suis rendu compte que c'était mieux d'investir LinkedIn qu'Instagram, j'étais vraiment déçue parce que je m'étais dit, mince, alors sur LinkedIn, ça va être beaucoup moins fun, quoi. Je vais pas pouvoir être créative tant sur mon ton que sur la forme que pourraient prendre mes publications. Je vais être beaucoup moins dans l'image. Moi qui suis graphiste, c'était un peu triste parce qu'on peut pas faire de story sur LinkedIn. J'en parlerai peut-être plus tard, mais on peut travailler sur l'image, mais en tout cas c'est pas un médium. La vidéo, c'est vraiment pas un médium qui est mis en avant sur cette plateforme. Donc voilà, j'avais ces a priori qui étaient ça va être moins fun. Clairement, je vais moins m'éclater. Je vais être beaucoup plus sur un ton un peu plus calculé, plus professionnel, un peu guindé. Et ça va être un peu délicat pour moi parce que j'aime bien juste être enthousiaste, authentique, poster des visuels colorés. Je pensais vraiment que cette familiarité, cette proximité qu'on peut avoir avec les personnes sur Instagram, cette possibilité d'être créatif en dehors du trop formel, je pouvais pas le retrouver sur LinkedIn. Et j'avoue, peut-être les 2 premiers mois, vraiment, je rechignais à y aller. J'avais peur de trouver encore une fois cette atmosphère un peu gadée, un peu formelle, un peu B2B, homme en cravate, etc. si on peut grossir le trait comme ça. Donc ça, c'était vraiment mes a priori sur la plateforme. Oui, non, mais je comprends. Hein. Je pense qu'on est nombreux à avoir LinkedIn comme ça, même si on voit que ça change un peu et tu vas pouvoir nous dire, parce que comme tu es souvent sur cette plateforme, tu vas pouvoir nous dire comment ça évolue, dans quel sens ça évolue. Et alors, comment tu as passé le cap de te dire, de toute façon, faut que je sois sur LinkedIn. Il y a mes clients qui y sont. Donc, si je dois passer du temps, il faut que je passe sur LinkedIn. Donc, comment est-ce que tu as franchi le cap et en même temps, tu as réussi à trouver ta façon de t'exprimer parce que moi, du coup, je te suis sur LinkedIn et à chaque fois, c'est pétillant, c'est souvent plein de bonne humeur. En fait, il y a ta personnalité qui ressort hyper bien de tes posts. Merci. Et en même temps, qui font hyper pro. On voit très bien quel type de graphiste tu es, ce que tu proposes comme type de service, à qui tu t'adresses, c'est hyper clair. Comment t'as passé ce cap difficile de te dire, allez, j'y vais sans communiquer comme un costard cravate? Alors, ça a été progressif. Hein. Vraiment, au tout début, je dirais le premier trimestre, je tâtonnais, j'essayais d'adopter les codes du comment il faut publier sur LinkedIn. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de posts sur la plateforme qui te disent il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire plaisir à l'algorithme, il faut sauter des lignes, etc., etc. Donc, de toute façon, il y a toujours une phase d'apprentissage. Hein. Quand on découvre un outil, un réseau social, c'est vraiment un outil. On se dit, je vais tester ça. Je vais aller dans le sens qui m'est inculqué via ces publications. Je vais essayer de structurer mon message de telle manière. Je vais essayer d'employer un ton qui est à la fois formel, mais
pas trop non plus parce que de toute façon, j'arrivais pas à écrire si c'était trop calculé, trop professionnel. Ok, je vais essayer de mettre une petite touche d'humour, mais je vais voir si ça passe ou pas. Enfin voilà, c'était quand même un petit peu timide au départ. Hein. Il y a vraiment un temps où se sentir plus à l'aise. Et puis en plus, on parle de son business, j'ai envie de dire de son bébé. On n'a pas envie de dire de bêtises, on n'a pas envie de froisser. Tu vois, c'est toujours un petit peu ce côté jugement, comment on va me percevoir, etc. Et au bout d'un moment, je pense que bon, ça c'est un peu habituel chez moi, je dirais, mais je crois que j'en ai eu marre qu'on me dise comment faire et que je me suis dit bon. Je veux bien un peu suivre les règles telles qu'elles sont mentionnées sur LinkedIn, genre poster de temps en temps des selfies parce que ça attire, structurer mon texte de telle manière, écrire de telle manière. Alors quand je parle d'écrire de telle manière, ça veut dire être vraiment dans la concision. Hein. Encore une fois, dans LinkedIn, on est beaucoup dans la rédaction de texte, un peu moins dans l'image. Je crois que ça change. Et ouais, j'ai fini par me dire bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire, est-ce que je peux pas me lâcher et moi réfléchir et juste écrire de manière plus authentique avec le cœur, je pense que ça passera plus. Et au fur et à mesure, j'ai eu moins peur de poster, moins peur d'être visible et je me suis vraiment lancée comme défi de proposer une ambiance telle que tu l'as si bien décrite. Ça fait plaisir que ça se ressente d'ailleurs, quelque chose de pétillant, quelque chose qui soit lumineux, qui soit coloré, qui soit même drôle. En me disant, bah ça c'est plus moi. Là, je vais avoir plus de facilité à écrire mes publications de toute façon. Et si ça plaît pas, c'est pareil. En gros, c'est un peu ce que je me suis dit. Et au fur et à mesure, bah, c'est à force de pratique, j'ai vu que, bah, par exemple, quand je postais une série d'images comme ça colorées avec un peu d'humour, bah en fait, ça marchait vraiment bien. Et oui, au fur et à mesure. On sent vraiment qu'il y avait une attention particulière prêtée à des posts un peu moins écrits dans le professionnel, comme on pourrait s'y attendre, mais plus comme des histoires, comme une narration. Toi qui parles de storytelling, généralement, il suffit de raconter des histoires, même des histoires imagées sur LinkedIn, et ben finalement, ça fait mouche. Donc voilà, c'est vraiment un côté apprentissage, rébellion, et ensuite reprendre la plume et le pinceau et se dire allez, c'est parti. YOLO, on y va, quoi. Pour résumer la chose rapidement. Non, mais c'est bien que tu le dises parce que je pense qu'en fait, il y a beaucoup de créatifs enfin même d'entrepreneurs en fait, qui passent exactement par les phases que tu as décrites, c'est-à-dire bah oui, il faut passer par un côté apprentissage et de suivre un petit peu à la lettre certaines règles et puis ensuite de pouvoir s'en détacher et puis petit à petit trouver son propre style et puis après je pense que du coup, on est plus à l'aise une fois qu'on a son style et que, comme tu l'as dit, tu l'assumes et t'y vas, quoi. Exactement. Est-ce que tu as un ou des exemples de posts où, surtout quand tu t'es mis à avoir davantage ton style pétillant, drôle, est-ce que tu as un ou deux exemples de posts comme ça qui ont fait mouche, où presque peut-être t'as même été surprise qu'ils aient créé des réactions ou voilà. Oui, j'en ai deux qui me viennent en tête. Avant d'en parler, peut-être une précision. Sur LinkedIn, on peut donc avoir des publications avec du texte et intégrer une image, mais on peut aussi avoir des carousels, c'est-à-dire qu'on peut poster une série d'images qui vont venir raconter une histoire. Bah, c'est un peu comme Instagram pour le coup. Ça, c'est le pendant Instagram de LinkedIn. Et justement, ça marche bien. Et oui, je me rappelle de deux carousels justement que j'avais partagés et où j'avais réussi à intégrer une image de chameau. Donc, tu vois, ça avait marché. On peut parler de chameau sur LinkedIn. Non, mais en gros, c'était un carrousel qui expliquait un détail, j'ai envie de dire, sur le graphisme et l'accessibilité en ligne, qui parlait de capitaliser les lettres de chaque hashtag. Et au lieu de dire, alors, voilà, c'est bien de mettre des capitales à chaque mot de votre hashtag, bah, j'avais créé toute une histoire imagée comme ça, en intégrant un animal et vraiment en racontant l'histoire de manière un petit peu plus rigolote, humoristique, pour faire en sorte que cette notion, en tout cas ce petit réflexe d'accessibilité soit un peu plus mémorable, plus rigolo qu'un simple mot ou une simple recommandation. D'accord. Ça avait plutôt bien marché. Et un autre qui n'était pas vraiment, j'ai envie de dire, lié à un service ou ma spécialité, en tout cas, c'était juste que pareil, c'était un carrousel où je me présentais à la rentrée de septembre, où je disais, bah voilà mon équipe, donc il y avait que ma tête finalement, parce que je suis seule à la tête de mon organisation. Et puis j'avais ajouté une photo de mon chat en disant que c'était un assistant. Et ça, mais je pensais pas que ça marcherait autant, mais ça a été un de mes posts les plus vus. J'étais là, bon, très bien. Donc comme quoi, mais vraiment je pensais, c'est rigolo quoi, mais je pensais pas que ça toucherait comme ça autant. Donc voilà, comme quoi.
Ouais, et je me souviens de ce post-là que tu avais fait à la rentrée et c'est vrai qu'il était sympa parce que en fait, il attire par curiosité en se disant ah bah il se cache qui se cache derrière Senuba et puis en fait bah oui, il y a que toi et je pense que Il y a que moi. ça fait écho à beaucoup de solopreneurs du coup qui se disent ah bah oui, c'est oui en effet, j'ai aussi cette casquette et puis oui, c'était un post qui avait beaucoup d'humour, il était assez sympa. Alors, je rends à César ce qui appartient à César. C'était une idée qui était venue d'une amie entrepreneur et puis moi, je l'avais fait un petit peu à ma sauce aussi. Mais on s'était dit, bah, c'est vrai que forcément, ça va parler à pas mal de personnes dans la même situation. Oui. Comment est-ce que tu arrives à communiquer parce que bah voilà, tu as quand même un sujet au niveau du graphisme qui est presque technique puisque tu es sur Tout à l'accessibilité fait. donc il y a comme tout à l'heure tu parlais par exemple des majuscules sur les hashtags, enfin voilà, il y a des choses qui sont techniques qui peuvent peut-être paraître un peu rébarbatives alors que pourtant finalement c'est un vrai sujet, faudrait qu'on s'y intéresse beaucoup plus. Faut qu'on fasse un autre podcast, la Carole, parce que là, je serais partie pendant 2 heures à te parler de ça. Ouais, on fera un autre podcast sur l'accessibilité pour ce sera un spécial pour tous les graphistes designers qui bossent sur Avec ça. plaisir. Mais voilà, mais du coup, comment est-ce que tu arrives à garder un ton professionnel parce que voilà, moi comme je regarde tes posts à chaque fois, il y a toujours un ton pro et en même temps quelque chose qui est hyper accessible. Enfin, même moi où bon bah pour l'instant j'ai pas à m'y intéresser de manière directe de ces sujets d'accessibilité et malgré tout j'aime bien aller lire tes posts parce que ben ça des fois ça me fait penser, enfin ça me fait réfléchir. Je pense à un de tes posts, je crois que c'était sur les bouteilles pour ou les produits pour laver les vêtements, si je dis pas de bêtises, où tous enfin avaient les mêmes packaging finalement, donc on pouvait pas savoir si c'était est-ce que c'était le produit pour laver, est-ce que c'était adoucissant ou est-ce que c'était pour le linge noir de couleur, le blanc, etc. Tout à fait. Et en fait, c'est vrai quand on n'a pas ces problématiques-là, évidemment, on a la chance de pas se poser ce type de questions. Donc voilà. Donc en fait, c'est vrai que tes posts, ils sont hyper accessibles. Donc même si c'est pas notre sujet, moi je trouve toujours ça hyper intéressant d'aller les lire. Et donc, je sais pas si tu as des tips à donner comme ça pour des créatifs qui peuvent aussi avoir des sujets techniques dont ils veulent parler et qui se disent ah non mais ça va être trop chiant. Ouais. D'ailleurs, ça peut être sur n'importe quel réseau. Hein. C'est pas forcément que sur LinkedIn. Mais voilà, est-ce que tu as des tips un peu pour rendre ça plus sexy? C'est une bonne question. Oui, je me rappelle très bien de ce post parce que je l'avais écrit suite à justement une discussion avec une personne aveugle. En fait, elle confondait la javel avec les bouteilles de lessive parce que c'était les mêmes formes. C'était un témoignage et ça, c'est bien parce que ça fait un peu justement faire des prises de conscience. C'est une bonne question parce que je dirais que le conseil numéro 1, ça serait vraiment d'être sur un post, une idée, histoire de pas perdre le lecteur ou la lectrice de la publication. Autant vraiment faire une sélection d'informations et creuser sur une seule idée et pour pouvoir bien en parler, bien développer. Et le conseil numéro 2, j'ai envie de dire, c'est de faire simple. En fait, j'avoue que cette question, j'ai un peu de mal à y répondre parce que j'essaie juste de me dire, bon, c'est vrai que j'ai un sujet très technique, mais je suis certaine que je peux vraiment outiller en donnant des petites idées ici et là comme ça. Il n'y a pas besoin de faire compliqué, il n'y a pas besoin d'utiliser du jargon métier. Il faut vraiment se mettre à la place de l'autre en se disant, bah, moi, j'y connais rien en accessibilité. Donc, comment je vais parler du fait que ma couleur, mon nuancier doit être suffisamment contrasté, je vais prendre un exemple. Et pour illustrer simplement, pour prendre un objet du quotidien ou quelque chose qui va résonner chez l'autre et pouvoir comme ça intégrer ce détail, ce réflexe, ce détail d'accessibilité que j'ai envie de raconter. Donc je dirais ça, un post, une idée, utiliser des mots simples, faire référence au quotidien de chacun pour provoquer des prises de conscience ou pour favoriser en tout cas la transmission ou le passage de ce message-là. Oui, je pense que c'est ça. C'est vraiment une question de simplicité et de connexion en fait, de pouvoir être un peu en mode empathique en se disant bon, imaginons que je n'y connaisse rien, comment j'aimerais qu'on m'en parle. Oui, d'accord. Quand tout à l'heure tu donnais l'exemple de ton post avec le chameau. Oui. On y revient. On y revient. Bah là, en fait, j'ai envie de te demander comment as-tu eu l'idée du chameau? Comme tu disais que tu as réussi à un moment donné à, d'une certaine manière, hacker LinkedIn et mettre ta créativité dans tous tes posts LinkedIn, comment est-ce que tu arrives à mixer tout ça, à arriver à mettre de la créativité? Comment ça se passe toi quand tu te mets à écrire les posts? Est-ce que tu as des routines? Encore une fois, je pense que j'essaie toujours de raconter des histoires. En fait, c'est vraiment ça la clé, c'est que j'essaie de raconter des histoires. Je suis moi-même ennuyée quand je vois passer des posts, notamment sur LinkedIn, qui sont plus des monologues, où il n'y a pas forcément un rythme ou de la couleur, ou vraiment une histoire, une narration qui est racontée à travers une publication. Moi, j'ai la chance d'être graphiste, je peux créer mes images moi-même, et
encore une fois, essayer de démystifier un sujet qui est assez méconnu. Donc, comment je fais? En général, j'ai toujours une liste de sujets à traiter et de publications à rédiger. Justement, quand je m'y mets, je me dis, bon, j'ai pas envie d'être ennuyeuse, j'ai envie de capter l'intention, j'ai envie de développer une narration. Donc, comment je peux faire que, en parlant de hashtag, est-ce que je peux rajouter un animal pour faire un petit peu une mascotte, ou comment je peux intégrer un protagoniste, ou comment je peux ajouter des petites péripéties pour venir raconter tel ou tel concept, ou même telle offre et tel service. Je pense qu'on est vraiment dans ce côté très narratif finalement. Je pense que c'est ça qui peut faire la différence. Ça doit être également cette appétence personnelle pour la lecture, l'écriture et tout ça, donc forcément ça aide. La créativité, elle se met en place comme ça. J'avoue que j'aurais un petit peu de mal à l'expliquer, mais j'essaie à la fois d'être concise pro, mais également de créer des chapitres et des histoires pour raconter les choses. Je sais pas si ça répond complètement à ta question. Oui, bah si, quand même un petit peu, même si je sais que ma question était pas simple, parce que dès qu'on dit comment est-ce que tu trouves des idées, Je sais pas. Ça, je sais qu'en général, c'est dur d'y répondre. Donc, c'était un peu un piège. Mais en tout cas, ça me parle beaucoup, évidemment, que tu me dises que tu utilises la narration, les histoires pour avoir des posts qui attirent et qui intéressent et qu'on a envie de lire jusqu'au bout. Parce qu'en fait, c'est une chose d'avoir, par exemple, sa phrase d'accroche dans LinkedIn, comme sur Instagram. D'ailleurs, la phrase d'accroche est souvent assez importante. Mais si une fois qu'on dit lire plus, au bout de 3 lignes, on s'ennuie, de toute façon, on va pas finir de lire le post. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que la narration et l'histoire, bon voilà, moi c'est mon truc, donc je comprends bien que ce soit important. Ça donne quand même des pistes pour des créatifs qui voudraient se mettre sur LinkedIn, de se dire bon bah en fait je peux raconter des choses sur mon métier ou sur mes produits à partir d'histoires. Après, c'est des histoires de mélange d'idées, d'aller essayer un peu à la fois nous-mêmes de se stimuler au niveau de la créativité et puis de se dire qu'est-ce qui va un peu surprendre celui qui va tomber sur mon post, quoi. Oui, il y a un peu ça. Il y a une question, bon, il faut que je sois originale, mais que je perde pas la personne non plus. Bon, là, on parle depuis tout à l'heure, c'est peut-être un LinkedIn moins gardé, mais bon, il faut quand même garder en tête qu'on est sur du B2B en général, donc on va pas faire n'importe quoi. Ça n'empêche pas de trouver un juste milieu et d'ajouter des touches d'humour et de créativité et de storytelling. Certainement, ça c'est important. Mais oui, il y a toujours cette petite ambition de trouver de l'originalité et personnellement, moi, de me dire qu'est-ce que j'aurais envie de voir sur ce réseau. Parce qu'il y a des moments où je m'ennuie un petit peu et je me dis est-ce que j'aurais pas justement envie qu'on aille m'attraper ou qu'on a attraper l'œil, attraper l'attention en me disant tiens, ça va être un petit peu différent de d'habitude et mais qu'est-ce qu'on va me raconter? En gros, on est tous un peu des gros enfants, quoi, non? Quelque chose comme ça. Oui, je crois qu'on est restés des grands enfants. Et est-ce que tu peux nous dire concrètement, finalement, un peu le résultat de ces 9 mois sur LinkedIn? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que donc là, tu as parlé on va dire de ton côté à toi, comment tu t'es adapté à la plateforme, tu as réussi à prendre tes marques, à trouver ta façon de communiquer et quel impact ça a eu directement sur ton business? Oui, c'est ça, 8-9 mois que je suis sur la plateforme. Maintenant que j'ai vraiment trouvé mon ton et que je suis à l'aise surtout pour publier, donc je suis un petit peu moins dans la censure, en tout cas par rapport au tout début. Je dirais que côté positif déjà, j'ai construit une communauté, donc je suis passée de, je sais pas, peut-être 250 à presque 1000 abonnés là actuellement. Okay. Sachant que moi c'est pas franchement une ambition particulière d'avoir 30 000 abonnés, c'est pas trop l'objectif, mais c'est plaisant parce que c'est une communauté qui est intéressée et intéressante et avec laquelle je noue des relations sympas. J'ai fait des très belles rencontres professionnelles aussi. Parce que après c'est le domaine dans lequel j'évolue, on n'est quand même pas énormément à être dans ces questions de design accessible, donc on se rencontre assez facilement et toutes les discussions qu'on peut avoir sont hyper enrichissantes et c'est très très plaisant d'avoir ces conversations ensemble. Donc là tu parles d'autres graphistes qui ont la même spécialité que toi? Des graphistes, mais également des développeurs, des designers en général ou des rédacteurs qui sont spécialisés dans des contenus adaptés également. Tout ça, c'est un petit monde et on se rejoint beaucoup sur LinkedIn pour le coup. Côté positif, comme je te disais, ça m'a appris à écrire et à communiquer
à ma manière. Donc ça fait gagner en confiance et aussi également plaisant. Et d'un point de vue business, je suis régulièrement contactée plus par curiosité. On me demande des conseils, on me demande d'aller plus loin. Oh, ceci, cela, c'est intéressant ce que vous racontez parce que c'est pas encore un domaine qui est des plus connus. Donc on vient encore me demander des détails en message. Et j'ai souvent des prospects là qui commencent justement à arriver. Je j'ai pas les nombres en tête, mais pas mal de contacts en tout cas qui rentrent au travers notamment de la messagerie privée pour d'éventuelles collaborations. Là dernièrement, j'ai un petit peu baissé la cadence des publications, donc je me concentre sur des projets clients actuels, mais je sens que c'est en plein essor et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et pour quelqu'un comme moi qui suis quand même d'un tempérament réservé au départ, c'est une belle surprise pour le coup. Ouais. Oui, c'est certain. Donc du coup, ça te permet vraiment en fait de te positionner comme une experte sur ton sujet. Oui, tout à fait. Ça me permet j'aimerais bien, j'ai cette ambition-là qui est peut-être un peu grande ou alors, mais d'être vraiment référente dans ce domaine-là. Et ça me permet vraiment de construire aussi cette ambition-là, de publier sur la plateforme et encore une fois de pouvoir justement créer du contact et discuter avec soit mes pairs et soit avec des personnes qui seraient intéressées, qui ont envie d'aller plus loin. Ouais, d'accord. Et j'ai une question par rapport à ce que tu as dit là tout à l'heure sur le fait que ça t'a apporté déjà aussi d'apprendre encore davantage à écrire et à communiquer. Je me suis demandé, est-ce que tu avais déjà une vision hyper claire de ton entreprise, de ta cible, du fait que tu allais aller vers de l'accessibilité, etc. Ou est-ce que ça s'est un peu construit en parallèle, c'est-à-dire entre le moment où tu as commencé à tâtonner dans ta communication et en même temps, toi-même, au niveau de ton entreprise, tu étais aussi encore en train de modeler ce à quoi ça allait ressembler? J'étais encore en train de modeler justement l'entreprise. Donc ça a permis d'affiner mon positionnement, mes offres, mais aussi d'asseoir une certaine stature. Voilà, en me disant voilà, maintenant je fais ça, je sais pourquoi, je sais pour qui surtout. Donc oui, à force de se montrer, de discuter, de provoquer des conversations à travers des publications, forcément, ça permet bien d'asseoir les bases de son business, clairement. Ouais. Ça, je pense que c'est un point intéressant parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on entend si souvent. Enfin, moi, donc là, je l'ai pas trop entendu, mais que finalement, de communiquer, ça sert certes à se faire connaître, à trouver des clients, et c'est hyper important. Mais ça peut aussi aider, surtout quand on débute, à y voir plus clair aussi sur ce qu'on a envie de faire. Et c'est pas grave si au début, on n'est pas forcément ultra clair et sur tout. Comme tu dis, sur les offres, parfois même sur la cible, on n'est pas forcément encore hyper au point. Et de se dire, en fait, en communiquant, en travaillant et en faisant tout ça un peu en parallèle, au fur et à mesure, ça va se mettre en place, ça va s'éclaircir et c'est OK. Et pour tout te dire, c'est même encore le cas. J'ai encore des choses à dessiner, à clarifier et ça va venir avec le temps et justement avec toutes ces discussions et ces prises de contact. Mais clairement, oui, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a vraiment confirmé que j'avais bien fait d'investir sur les réseaux sociaux là aussi, pour le coup. Ouais. Et est-ce que tu penses que tu vas aller sur d'autres réseaux sociaux ou tu vas rester sur LinkedIn? Et du coup, aussi, parce que c'était une question que on s'était un peu posée en off. Comment est-ce que, d'ailleurs, toi, tu vois les réseaux sociaux? Est-ce que c'est des espaces dans lesquels tu es à l'aise ou pas? Enfin voilà, comment est-ce que tu vis dans ce monde des réseaux sociaux dans lequel on vit tous maintenant? Mais Ouais. J'hésite à investir d'autres réseaux sociaux. Alors, dans deux perspectives. D'une part, une partie de mon client idéal peut également être sur Facebook. Et c'est drôle parce que là non plus, ça m'enchante pas, mais ça se trouve, je vais être surprise également si jamais je vais explorer cet outil-là. Donc, j'y réfléchis. Et la deuxième perspective, c'est que malgré tout, sur LinkedIn, je peux pas avoir une proximité aussi forte que sur Instagram. Et moi, ça me plairait bien de pouvoir être dans une simplicité, une authenticité, un échange beaucoup plus informel ou facile, du moins avec autrui. Et sur LinkedIn, il y a quand même cette barrière de messages qu'on peut pas envoyer en privé si on n'est pas connecté ou voilà, il y a quand même une prise de contact qui est un peu plus compliquée. Donc ça peut me manquer. Donc, j'ai envie aussi d'explorer, de retourner peut-être un peu sur Instagram, mais encore une fois, pour l'instant, je suis seule aux manettes et déjà d'être sur un réseau, ça me paraît une tâche assez chronophage. Donc je verrai. C'est en projet. D'accord. Sur la deuxième question, sur le rapport aux réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux que je peux avoir, donc je suis présente sur Instagram, mais un peu
j'ai juste un profil pour le coup. Sur LinkedIn, sur Facebook, ça viendra, mais c'est que à des fins professionnelles parce qu'en fait, j'ai un peu de mal avec les réseaux sociaux en règle générale. Et j'ai du mal avec le fait de partager ma vie privée et mon intimité sur les réseaux, bien qu'en général, ce soit demandé, qu'il y a un petit peu plus de lien, d'authenticité. Donc, j'ai un peu une relation un peu, j'allais dire, découpée pour les réseaux sociaux qui m'intéresse parce qu'encore une fois, c'est au niveau créativité, on peut s'amuser, au niveau rencontre, c'est génial, mais je suis toujours un peu méfiante de ce côté. Écoutez, ma vie privée, ça reste quand même ma vie privée, donc j'ai pas trop envie d'aller de ce côté-là. D'accord. Ok. Et quand tu disais tout à l'heure que c'est chronophage, tu passes combien de temps, toi, pour travailler ta communication sur LinkedIn? Par semaine ou par mois? Je sais pas trop comment tu comptes ça. Alors j'ai une matinée dans la semaine où je prépare mes posts de la semaine suivante. Je parle de chronophage parce que de créer un carrousel, donc cette série d'images qu'on fait défiler en publication LinkedIn, c'est ce qu'il y a de plus long parce que il y a toute une question de réflexion sur comment j'amène le sujet, donc comment je l'amène de manière originale. Ensuite, je dois construire toutes les images, faire en sorte que les mots employés, en tout cas toute la narration, ce soit assez fluide. Donc ça, déjà, rien que ça, j'en ai pour 2 heures pour faire une publication. Je sais qu'avec peut-être avec le temps, en étant un petit peu moins dans côté perfectionniste, quoique je l'abandonne de plus en plus, je pourrais aller plus vite. Mais en ça, je trouve que c'est quand même assez chronophage, sachant que je rajoute avec ça, de temps en temps, il m'arrive des événements dans la semaine où j'ai besoin de communiquer dessus. Donc, je reprends une petite demi-heure pour écrire un post. Franchement, c'est vraiment, ça dépend du côté, c'est de l'inspiration, mais quand même, oui, ça demande, je pense, d'être organisé, rigoureux. J'en ai au moins pour, je sais pas, un peu plus d'une demi-journée par semaine. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, au niveau de ces fameuses règles et algorithmes de LinkedIn, combien tu postes, combien, en général, les recommandations, c'est combien de posts par semaine, et toi, combien à peu près? Même si j'imagine que parfois, tu peux être un peu moins régulière, mais à peu près combien de posts tu prépares? Alors, les recommandations, en général, c'est oui d'être régulier dans les posts, donc au moins 3 fois par semaine, même si c'est tous les jours, c'est bien. L'algorithme, il commence à pénaliser quand on publie des posts plusieurs fois par jour, ou qu'on mentionne trop de hashtags, ou qu'on mentionne trop de gens. D'accord. Donc il y a ça à prendre en compte. Sont valorisés les selfies en général. Ouais, je pense que c'est ça les recommandations. Et encore une fois, au début du podcast, je parlais de structure. Généralement, de bien sauter des lignes pour distinguer les paragraphes et écrire des phrases courtes et concises. Voilà, ça c'est les recommandations. Moi, je m'en fiche un peu parce que ça m'ennuie généralement de suivre des recommandations et parce que bon, je suis peut-être un petit peu trop rebelle là-dessus et c'est important aussi de prendre ça en compte parce que quand même c'est un outil, faut qu'on fasse avec, j'ai envie de dire. Mais je me dis que je publie au moins 2 fois par semaine. Je suis toujours présente pour lire des posts, commenter ou répondre à mes commentaires et je trouve qu'en soi c'est suffisant. J'ai pas envie non plus de suivre tous les codes et toutes les règles parce que ça va me brider, ça va vraiment faire. Enfin, je vais pas écrire quelque chose de bien, ou de senti ou de franc, quoi. Donc, il y a ces recommandations-là, il y a cet algorithme qui aime bien les selfies et qui aime bien qu'on réponde dans l'heure et demie à des commentaires qu'on a laissés. Mais moi, des fois, j'ai d'autres choses à faire et j'ai pas envie d'être prisonnière un petit peu de tout ça. Ok, bon c'est quand même un petit peu d'une certaine manière rassurant parce que je pense que tu n'es pas la seule à avoir ce besoin un peu de rébellion et puis de liberté. Donc de se dire ok, on peut un peu faire la part des choses et puis trouver son rythme, puis ça fonctionne quand même puisque toi tu as quand même réussi à développer une communauté solide vraiment sur ta thématique et donc voilà, et là au niveau de tes prospects, ça bouge aussi, donc c'est que ça fonctionne quand même si on suit pas stricto sensu toutes les règles. Donc c'est rassurant. C'est un équilibre. C'est ça. Est-ce que tu aurais un ou des tips pour les... Alors, en fait, non, j'ai 2 questions. La première question, c'est est-ce que tu penses que LinkedIn peut être pour toutes les entrepreneurs créatives ou pas? Ou tu peux me dire j'en sais rien. Voilà, tu as le droit. Donc déjà, je vais te laisser répondre à cette question. Moi, je dirais que tout dépend de à qui vous vous adressez, en fait, parce que c'est là qu'est la clé. Après, oui, tous les créatifs peuvent aller sur LinkedIn et trouver ce savant mélange entre rester professionnel et s'amuser aussi un petit peu, être un peu fun. Parce que j'avais des a priori que j'ai évoqués en tout début de podcast qui disaient que le ton était guindé, que c'était un petit peu
un petit peu ennuyeux, un petit peu trop formel au niveau du ton, mais justement, il y a une grande demande pour voir autre chose, pour voir pour pouvoir encore une fois lire des histoires à travers les publications, pour être dans une proximité un petit peu plus appuyée. Il y a un besoin de relationnel et de quelque chose de plus authentique qui est vraiment naissant sur la plateforme, et ça se sent. Et donc oui, il y a pas de souci, il y a de la place pour les créatifs sur LinkedIn. Il y en a d'ailleurs de plus en plus. Oui, et donc en plus, comme tu dis, c'est en train de beaucoup changer au niveau du ton, donc il y a de l'espace pour s'exprimer et Oui, absolument. pour faire preuve de créativité et de pas rester enfermé dans quelque chose de trop pro au mauvais sens du terme, parce qu'il faut rester pro. Mais exactement. Et est-ce que tu aurais quelques conseils pour les créatifs qui se disent OK, moi en fait j'ai l'impression qu'il y a quand même ma cible qui est assez présente sur LinkedIn, donc il va peut-être falloir que j'y aille ou que je teste en tout cas. Est-ce que tu aurais des conseils sur comment se lancer, faire ses premiers pas pour communiquer sur LinkedIn? Je dirais qu'il faut pas avoir peur de publier et de pas être soi. Enfin, faut vraiment arriver à se dire bon, je suis sur cette planète LinkedIn là, mais j'ai le droit aussi de parler avec le ton dont j'ai envie et de la manière dont j'ai envie. Donc, dans un premier temps, faut tâtonner, faut tester des formats, faut tester le format de texte, il faut tester ce format carrousel. On peut même poster des vidéos. Il y a pas mal de formats de publication disponibles pour mieux trouver son ton, pour se sentir plus à l'aise et finir par prendre du plaisir. En gros, en se disant bon, est-ce que là, je suis peut-être pas un petit peu trop crispée quand j'écris? Est-ce que je suis un peu trop dans le calcul, un peu trop dans la réflexion? Et si tel est le cas, se dire bon, imaginons, je sais pas, que je suis sur Instagram ou imaginons que, j'ai envie de raconter ça à ma manière, avec le cœur, de manière simple et de manière fluide. Allons dans cette direction-là et poster, et vous verrez que en fait il n'y a pas de souci. Faut juste éviter une familiarité, j'allais dire une sorte de vulgarité, mais c'est pas le mot, une familiarité un peu trop poussée. Encore une fois, vraiment trouver cet équilibre entre le professionnel, communication entreprise, et cette petite pointe de fun et de plaisir, et vraiment le public sera au rendez-vous. En tout cas, les lecteurs seront au rendez-vous. Et encore sur le côté presque trop familier, voire vulgaire pour certaines personnes. Je pense à des comptes sur LinkedIn. Parfois, les personnes jouent là-dessus. Oui. Bon, chacun son ton. Il faut pas faire ça pour simplement attirer. Il faut que ce soit vraiment voulu. Et par rapport à ce que tu as dit, je voulais aussi te demander, parce qu'en fait, j'ai l'impression quand tu disais pour trouver son ton, est-ce que il faudrait pas finalement presque écrire comme si on n'allait pas écrire sur un réseau social? Alors, dans la limite, étant donné qu'après il y a des règles, mais comme c'est vrai que tu avais l'air de sous-entendre que quand on se dit bon ça va être lu, et puis ça va être lu en plus par des prospects, donc qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Donc peut-être au départ, pour trouver toutes les idées, se dire allez, je mets des idées, mais c'est pas pour LinkedIn, et puis d'ailleurs ça vaut pour n'importe quel réseau, c'est pas pour les réseaux sociaux, c'est pour moi, pour parler de ce dont j'ai envie, en mixant avec des images, des histoires, des sujets que j'ai envie d'aborder, peut-être pour un peu décrisper l'écriture. Oui, c'est vrai, tu as complètement raison. Et d'ailleurs, c'est même ce qui m'arrive de faire, pas tout le temps, mais en me disant, bon, là, je me sens un peu bloquée, qu'est-ce que j'ai envie de raconter sans me censurer? Et j'essaie un peu de me reconnecter à mon âme d'enfant, en quelque sorte, en me disant, mais en fait, j'allais dire, on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? J'ai envie de dire ça, et puis de vraiment libérer l'écriture comme ça, et de se dire, ouais, j'ai envie d'aller dans cette direction, de laisser reposer. Et ensuite de revenir et de dire bon, quand même, ok, je vais peut-être pas utiliser, j'en sais rien, de gros mots, ou être trop polémique ou je ne sais quoi, et construire une publication qui là sera postée. Mais c'est vrai que de se débarrasser de cette censure et de cette crainte de publier et d'être jugé, c'est vrai que forcément ça libère la créativité, et ça libère ses capacités d'écriture et de communication. Donc c'est vrai que c'est un process que je peux adopter de temps en temps, de me dire vas-y, j'écris ce que je veux, et après on reviendra dessus. Ouais, ok. Bon, donc pour toutes les créatifs qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer sur LinkedIn, et puis d'ailleurs même qui sont sur d'autres plateformes, mais qui pêchent un peu sur trouver des idées originales, vous avez votre petit exercice à faire. Vous vous dites, ok, j'ai envie de parler de ça et ça, j'ai envie de parler de chameau ou de girafe ou de ce que vous voulez. Et est-ce qu'on peut dire que c'est le défi de poster un chameau? Non, c'est pas une bonne idée, je ne suis pas sûre. Quoique, on peut lancer le hashtag chameau et puis on verra ce que c'est drôle, on va toutes se retrouver. Mais en tout cas, c'est, je pense, un bon conseil pour libérer la créativité et se libérer de cette peur du regard, de la lecture des autres. Et surtout, il faut rappeler que sur les réseaux sociaux, il y a des milliers de posts qui sortent tous les jours. Donc en fait, au pire, votre post, il est pas lu. Donc en fait, il n'y a pas des grands risques à poster, que ce soit sur LinkedIn ou
Instagram ou même faire des vidéos sur TikTok ou autre. Voilà, donc il faut y aller, faut tenter. Exactement, c'est une bonne conclusion. En tout cas, merci d'avoir partagé ton expérience de LinkedIn. J'espère que certaines créatives, ça va leur donner des idées et puis de peut-être se pencher sur ce réseau-là. Encore une fois, si le client est là, de pas se sentir rebuté par la plateforme. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que il y a le côté un peu négatif de LinkedIn. Finalement, c'est même plus ce côté guindé et trop pro, mais c'est presque finalement ce qui manque le plus, c'est la proximité avec les personnes. Donc voilà, ça, il faut savoir que pour l'instant, en tout cas, ce réseau le permet moins que d'autres, mais qu'il y a quand même une grosse place pour la créativité et l'expression de son métier et de ses différentes créations en fonction du métier de chacune. Oui, et il y a même une demande forte justement d'avoir plus je pense, de créativité au travers des publications. Je pense que ça fera du bien à la plateforme et aux lecteurs qui liront les publications. Voilà, pour nous, lecteurs de LinkedIn, s'il vous plaît, venez les créatives, histoire qu'on se marre un petit peu, qu'on ait un peu de bonne humeur, de joie, et qu'on puisse un peu avoir des choses différentes. Ouais, ça sera agréable. Si on veut te contacter pour t'écrire, pour travailler avec toi, dis-nous où ça se passe. Eh ben, ça se passe sur LinkedIn, là. Notamment. Je suis à la fois sur LinkedIn, mais également sur Instagram, même si pour le coup la page n'est pas alimentée parce que encore une fois je me concentre sur un autre réseau social. Je suis tout à fait joignable, il y a aucun problème. Je me ferai un plaisir de répondre à des questions ou de démanteler un peu des peurs par rapport à ce réseau social. Et vous pouvez me contacter directement via mon site également. Donc il y a plein de possibilités. Ok, et alors on mettra tous tes contacts dans la description du podcast. Et puis en off, tu me disais que tu allais aussi me donner des comptes de créatives qui communiquent pas mal sur LinkedIn. Et donc comme ça, on pourra aussi aller voir d'autres créatives avec des contenus différents et moins peut-être corporate. Donc ça nous fera du bien. Oui, je connais quelques créatives là qui sont à fond sur LinkedIn et c'est vraiment super. Vraiment, on sent qu'elles s'éclatent et donc c'est possible vraiment de s'éclater sur LinkedIn et de proposer des choses un peu fun, un peu marrantes. C'est super. Et on mettra tout ça en descriptif de l'épisode et je te remercie vraiment beaucoup de ce partage. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis si vous êtes sur LinkedIn et créative, vous nous faites un post sur les chameaux et comme ça on saura que vous avez écouté les créatives. Super, j'ai hâte de voir ça. Je te souhaite une très bonne journée. Merci Carole. J'espère qu'on pourra refaire un autre épisode sur encore d'autres sujets de communication et de créativité et d'accessibilité. Oui, également, bien sûr. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Si tu es encore là, c'est que tu as aimé l'épisode. Un grand merci. Pour soutenir le podcast et toutes les entrepreneurs créatifs qui y passent, tu peux laisser un commentaire. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parle-en à toutes les entrepreneurs créatives autour de toi. Tu retrouveras toutes les news des Créactives et de la Storia Mimosa sur Instagram, storia.mimosa. Et tu peux aussi télécharger mon freebie, deviens ta source d'inspiration pour au moins 10 idées de posts fun. Le lien est en description. On se retrouve dans 2 semaines dans mon salon de thé créatif. Allez, ciao la créative!